Merci de nous honorer de votre fidélité à la une du 20h sur Equinox Télévision. Les emballages plastiques non biodégradables font de la résistance. Ils seront retirés du marché, menacent les responsables du ministère de l'Environnement, alors que les emballages plastiques biodégradables sont presque invisibles. Pas d'école ce lundi pour plusieurs élèves du primaire à Yaoundé. C'est la conséquence de la grève initiée par une dizaine de syndicats d'enseignants. Dans le supérieur, par contre, le mouvement d'humeur annoncé n'a pas eu lieu. Une rencontre entre le ministre de l'Enseignement supérieur et le syndicat des enseignants du supérieur a permis d'étouffer la manifestation qui se préparait. Madame, c'est tout pour le sommaire. À tout de suite. Une fois encore, bonsoir et bienvenue au journal. Les élèves privés de leçons dans des écoles primaires de la ville de Yaoundé. C'est la conséquence de l'arrêt de travail lancé par une dizaine de syndicats d'enseignants. Ces derniers revendiquent depuis plusieurs mois l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Élisée Bogba et Marcelin Gansop. Il est 10h30. À l'école publique de Koudou, située dans l'arrondissement de Yaoundé 2e. Les élèves sont en salle de classe et attendent impatiemment de recevoir les cours. Il n'en sera rien. Et pour cause, leurs enseignants, bien que présents au sein de l'établissement, ont abandonné la craie et sont regroupés dans un coin de l'école. Comme vous le constatez, nous sommes en grève. Depuis le matin, nous n'enseignons pas, nous respectons le mot d'ordre de la grève. On travaille beaucoup, trop d'exploitation. Parce qu'il est dit dans nos contrats que nous allons à la retraite à 55 ans. Mais aussi à la retraite, nous aurons 9 000 francs par mois. Le SMIC au Cameroun est de 28 000 francs par mois. Et nous aurons 9 000 francs, ça veut dire 27 600 par trimestre. On se moque de qui? Alors nous ne pouvons pas bien nous porter, nous allons mal. Le décor est sensiblement le même dans les autres établissements scolaires visités. Les élèves, principales victimes de cet arrêt de cours, ne savent pas à quel sens se vouer. Pourquoi on refuse de faire que les maîtresses ne nous enseignent pas? Moi, je n'aime pas ce genre de choses. Moi, j'ai envie que les maîtresses nous font enseigner. Depuis ce matin, on n'a pas fait les cours. C'est comment? Ça va pas. Nous sommes entrés en classe, nous avons dit aux élèves que nous ne leur enseignons pas aujourd'hui tant que le gouvernement ne prend pas en considération nos revendications. Nous avons un problème d'intégration à la fonction publique en qualité de fonctionnaire. Et par-dessus tout, la prime de revalorisation des recherches, de documentation et des recherches. Donc voilà un peu les deux points qui nous agacent un peu depuis. Seuls les enseignants fonctionnaires et les maîtres de parents payés sur fonds APE dispensent les cours. Les autres ont répondu favorablement au mot d'ordre d'arrêt de travail lancé par une dizaine de syndicats d'enseignants. Vous vous retrouvez dans une école où il y a un seul enseignant pour toute une école. On va vous parler de quelle école pour tous? On vous parle également des enseignants de qualité pour une éducation de qualité. Alors que chaque jour, en dehors des enseignements que nous dispensons, nous leur transmettons également notre aigreur, nos soucis, nos misères. Alors de quel enseignant de qualité parle-t-on? Il est donc question aujourd'hui que nous nous levions tous, essayer de sauver l'école républicaine. L'école se meurt aujourd'hui à cause de nos mauvaises conditions de vie et de travail. L'arrêt de cours, observé depuis ce lundi matin, s'étend jusqu'au 2 mai 2014. Les enseignants se présentent chacun dans sa salle de classe, mais s'abstiennent de dispenser le moindre cours. Dans le supérieur, la grève annoncée pour démarrer ce lundi a été désamorcée par Jacques Famundongo. Le ministre de l'Enseignement supérieur a rencontré le syndicat national des enseignants du supérieur selon les termes d'un communiqué signé par le SINES et qui mentionne par ailleurs la suspension du mot d'ordre de grève, un mouvement d'humeur qui devait démarrer ce matin dans les universités du Cameroun. Le temps d'attente vise à permettre au gouvernement d'apporter des solutions aux problèmes posés. Les enseignants revendiquent notamment le paiement sans délai de la première tranche de la prime spéciale pour l'année 2014. Un faux militaire est aux arrêts. Ce dernier usait d'un béret de secours de l'armée pour échapper au contrôle sur l'axe Douala-Tiko. Celui qui était chauffeur de taxi a été démasqué lors d'une opération menée par la gendarmerie nationale. Emos Fongo et Flavien Dongo.
Axe lourd, Douala-Tiko ce week-end. Les équipes de la gendarmerie sont sur la voie publique. La moisson est bonne. Un faux militaire dans les mailles des vrais. C'est un militaire? Non, on connaît. Présentez-vous, non? Tu es militaire. Votre candidature? Non, si tu me dis pourquoi tu es militaire. Non, je ne suis pas militaire. Quand je vois ça, tu es militaire. Non, je ne suis pas militaire. Sur le tableau de bord, un béret de l'armée pour distraire des contrôles routiers. Mais le faux militaire est pris dans son propre piège. Où travaillez-vous? Non, mais je fouille la voiture. Juste à côté, c'est un vrai homme en tenue qui s'est transformé en chauffeur clandestin et déclare transporter les membres de sa famille. Le drame, c'est ces gens en tenue. Et vous voyez donc comment un homme en tenue qui est supposé être du côté de la loi, et voilà ce qu'il fait. Il arrive jusque dans la main derrière les personnes. Et ça, c'est normal. Parmi ces usagers indélicats, il y a ceux qui tentent de corrompre des éléments du contrôle en dissimulant des billets de banque dans des dossiers incomplets. Mais hélas. Il met 1000 francs dans le dossier pour présenter aux gendarmes. Et hier, j'ai eu plusieurs cas comme ça. Nous avons eu à constater plusieurs cas de ce genre et ces cas sont sanctionnés. La corruption, c'est un fléau vraiment national qui ruine l'économie du pays. Des axes routiers sont envahis par des usagers indélicats. Les forces de l'ordre sont sur le terrain pour les mettre au pas. Des utilisateurs se plaignent de la rareté des emballages plastiques biodégradables et ce, depuis l'entrée en vigueur de la décision ministérielle de l'environnement le 24 avril dernier. Cependant, une campagne de répression est engagée par les autorités de la délégation régionale de l'environnement pour le littoral au grand dam des vendeurs qui ont perdu le sommeil. Jean-Johnny Peck et Sandrine Babo. Les emballages plastiques non biodégradables ont quasiment disparu des étals dans les marchés. Ceci au lendemain de l'entrée en vigueur de l'interdiction de la circulation de ce type de conditionnement. Selon des commerçants, notamment ceux du marché central de Douala, les marchandises ont été saisies par des agents de la délégation régionale du ministère de l'Environnement pour le littoral. Il fallait qu'on nous apporte ce qu'on vend. Et les sociétés qui nous livrent sont là. On ne parle pas des... Une situation embarrassante pour ces vendeurs qui déjà ont du mal à se conformer à la décision ministérielle à cause de la rareté des plastiques biodégradables. On ne sait pas pourquoi. Les plastiques biodégradables se font encore rares, reconnaissent les autorités du ministère de l'Environnement. Les plastiques oxodégradables sont ceux où il a été incorporé des additifs qui les rendent fragmentables. Il n'existe pas encore de plastique biodégradable. Tout le monde n'a pas besoin de distinguer ce qui existe et ce qui n'existe pas. Donc, il trouve sur le marché actuellement seulement des plastiques ordinaires et des plastiques oxodégradables. Et les identifier relève d'une équation difficile à résoudre pour le consommateur. Pour nous, au niveau du ministère de l'Environnement, cette différence n'est pas pour le moment utile. Tout ce qui est utile, il faut que l'épaisseur du plastique soit supérieure à 60 microns. Une mesure prise conjointement par les ministères du Commerce et de l'Environnement et qui répond à la loi du 5 août 2000 portant protection de l'environnement. Nous évoquions à l'instant une campagne de répression engagée par les autorités, notamment ceux en charge de l'environnement. Comment se déroule cette campagne de répression? Des précisions avec le délégué régional de l'environnement pour le littoral, Sidi Bar, est au micro de Sandrine Babo. Les plastiques continuent à circuler compte tenu du fait qu'on ne peut pas toucher tous les opérateurs au même moment. Donc il y a des milliers de vendeurs de plastique dans la ville de Douala, par exemple. Nous ne pouvons pas toucher tous ces vendeurs-là au même moment. Mais je pense que le problème va être mieux résolu quand nous allons sévir au niveau des entreprises de fabrication des emballages plastiques. Et ça sera à partir de demain déjà, 29 avril. Il y aura donc des équipes mixtes constituées des éléments du MINEBDET, des éléments du MINCommerce, des éléments de la douane, évidemment des forces de maintien de l'ordre pour la sécurité qui vont descendre au niveau des entreprises de fabrication d'emballages plastiques. Et nous avons d'appareils pour tester l'épaisseur. Donc tout emballage plastique oxo ou non dégradable que nous allons trouver en usine et qui est d'épaisseur inférieure ou égale à 60 microns sera tout simplement saisi.
La répression est donc lancée, pourtant il n'y a toujours pas d'emballage plastique biodégradable. Le gouvernement constate que certains plastiques portant l'estampille biodégradable sont frauduleusement commercialisés. Ils seront tous retirés du marché, tout comme les emballages inférieurs ou égaux à 60 microns. Joël Sengue et Anning Bazoua. Depuis le 25 avril 2014, des équipes de contrôle de conformité des emballages plastiques sont sur le terrain. Ce lundi 27 avril, la moisson a été bonne pour cette équipe, conduite par le délégué régional du ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable pour le centre. Nous venons de saisir dans cet espace commercial un important stock d'emballages plastiques non biodégradables de diamètre inférieur à 60 microns. Donc ici, le diamètre, c'est à peu près 20, il y en a pour 20 microns, d'autres pour 27 microns. Des équipes de contrôle de conformité qui s'assurent que les plastiques actuellement vendus sur le marché répondent aux normes exigibles. Les plastiques doivent avoir une épaisseur supérieure à 60 microns. Donc les plastiques que nous retirons de la circulation ont une épaisseur inférieure ou égale à 60 microns. Ensuite, l'article 8 de cet arrêté demande que le fabricant donne son adresse complète, qu'on nous donne la formulation du plastique, c'est-à-dire sa composition chimique. Si des plastiques ne répondent pas à ce critère d'étiquetage, vous comprenez que les unités de contrôle, les équipes opérationnelles doivent les retirer sur le terrain. À en croire le gouvernement, seuls les plastiques estampillés biodégradables sont commercialisables au Cameroun. Et à ce point justement, force est de constater que cette qualité de plastique est actuellement disponible dans nos marchés. Mais le gouvernement est clair à ce sujet. Ce qui est sur le marché jusque-là n'est pas de bonne qualité. Alors au jour d'aujourd'hui, au Cameroun, nous n'avons pas de plastique biodégradable. Pour le gouvernement, il est donc question de retirer totalement du marché tous les emballages plastiques inférieurs ou égaux à 60 microns. Alors qu'à cause cette campagne au sujet de la mutation du plastique non biodégradable au plastique biodégradable, l'ANOR, l'agence de la norme et de la qualité, avait déjà fait remarquer que les produits camerounais sont sous-consommés du fait de l'emballage et de l'étiquetage utilisé pour ces produits. L'ANOR qui estime et propose une amélioration de ces facteurs sur le marché camerounais à l'endroit des femmes productrices qu'elle a réunies il y a quelques jours du côté de Yaoundé. Yannick Bazon, une fois de plus. Dans la plupart de nos supermarchés, les produits camerounais n'existent presque pas. Parce que justement, ces femmes ignorent totalement ce qui est prévu dans les normes. Déjà, pour étiqueter un produit, il faut le fabriquer. Et il faut le fabriquer conformément aux standards. Ne perdons pas de vue que le commerce obéit à un certain nombre de règles. Et quand ils existent, ces produits ne trouvent pas toujours preneur. Nous avons régulièrement eu face au refus de nos produits au niveau des supermarchés de la place, tout simplement parce que nos produits n'étaient pas bien emballés, ne se présentaient pas bien pour pouvoir être commercialisés. L'expérience, c'est que je suis allée au marché du Fundi où j'ai fait un dépôt de nos produits. Ces produits sont restés et j'étais obligée d'aller les retirer tout simplement parce que les produits ne sont pas passés. Et pourtant, l'emballage et l'étiquetage sont les premiers vendeurs du produit sur l'étalage. Ce séminaire sur le thème « L'emballage et l'étiquetage des denrées alimentaires, atout pour la conquête des marchés porteurs » se révèle donc d'une grande importance. C'est d'amener ces femmes progressivement à s'habituer au langage des normes, à fabriquer des produits compétitifs et à pouvoir satisfaire les exigences internationales. Si vous voulez présenter la mangue séchée au niveau national ou international, voici comment elle doit être présentée. Si vous voulez présenter l'ananas séché, voici comment elle doit se présenter et que ces produits soient à même de traverser les frontières. Organisé par l'agence de la norme et de la qualité, il offre ainsi des mécanismes de conservation et de protection des produits aux producteurs.
Plus que 6 jours et le top départ des Jeux universitaires sera donné à l'université de Douala. Ce campus universitaire fait d'ailleurs sa mue depuis quelque temps. La tribune officielle et les aires de jeu sont en pleine réfection. C'est une ambiance d'ailleurs aux allures carnavalesques qu'ont vécu par notre reporter Étienne Pascal Azégueux ce jour à l'université de Douala. Reportage. La tribune officielle où seront logés les invités de marque lors de la cérémonie d'ouverture des 17e Jeux universitaires est en plein chantier. Une demi-douzaine d'ouvriers s'activent au sol pour la confection du plancher. C'est cette même attention qui est accordée à la toiture de l'édifice qui est à moitié tôlé. Tout juste à côté, un autre ouvrier s'attaque aux dernières touffes d'herbe. Non loin de là, un groupe de jeunes révise la chorégraphie qui sera proposée lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux universitaires. Les aires de jeu ont également fait leur toilette. Le court de tennis, le terrain de handball et même celui de basketball ont été recouverts d'une nouvelle couche de peinture. Même la grille qui entoure ces aires de jeu a été changée. C'est une ambiance aux allures carnavalesques qui prévaut au campus de l'université de Douala à quelques jours seulement de l'ouverture officielle de ces 17e Jeux universitaires prévus cette année du 3 au 10 mai prochain. Et de l'information à caractère commercial, les élèves de Limbé dans le sud-ouest sont désormais outillés dans le choix de leur carrière professionnelle. Ils ont reçu des rudiments dans ce sens au cours d'un forum baptisé le Forum des métiers organisé par la Direction générale de la Sonara, la Société nationale de raffinage. C'était en présence de plusieurs acteurs économiques. Reportage. La réussite d'un élève nécessite une bonne orientation scolaire. C'est ce sentiment qui motive les responsables de la Société nationale de raffinage, Sonara, à Limbé, dans le sud-ouest. Ils ont réuni les élèves de classe de 3e en terminale à l'école Sonara dans le cadre du Forum des métiers. Une plateforme d'échange entre professionnels et apprenants. Le Forum des métiers, c'est un projet qui consiste à rapprocher le maximum possible des étudiants, des élèves, au monde du travail, qui comprennent ce que c'est que le monde du travail, les différents métiers qui existent, notamment dans le monde du travail, afin qu'ils fassent un bon choix d'orientation. Le Forum des métiers, premier du genre dans la localité, répond à la problématique quel débouché pour quel métier. Au programme, des causeries éducatives avec des acteurs exerçant dans divers domaines, tels que la défense, la santé, la comptabilité et gestion, la communication, assurance, profession juridique et bien d'autres. Dans les différentes salles de classe de cet établissement scolaire, les jeunes apprenants ont chacun été égayés sur le choix de leur métier de rêve. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui parce que l'école s'est déployée pour inviter ces grandes personnes qui nous aident, qui nous indiquent, qui nous conseillent. Et c'est très précieux pour nous parce qu'après c'est le bac et ils nous permettent de mieux nous fixer sur ce qu'on veut demain. Ce forum est en train de nous aider car au début on étudiait, c'est vrai, moi je ne savais vraiment pas pourquoi est-ce que c'est qu'on voudrait être dans le futur, nos métiers. Et actuellement, je viens de finir dans l'atelier de l'ingénierie en ingénieur. Donc, ça nous a franchement aidé. On constate donc que l'ingénieur demande franchement de travail dans les matières scientifiques et qu'après le bac, il nous faut 5 ans de formation avant d'être ingénieur. Cette initiative de la Direction générale de la Sonara vise également à promouvoir une meilleure intégration sociale pour les jeunes scolarisés de Limbé. Connaître un métier, choisir un métier le plus tôt possible, c'est créer de la motivation chez les élèves. Et forcément, si on arrive à rêver d'un métier parce qu'on a rencontré des professionnels, le travail de chacun d'entre eux n'est plus dirigé que vers un seul objectif. Et donc ça crée très très vite de la motivation. Parce que bien souvent, les élèves souffrent d'un gros problème, c'est qu'ils attendent d'avoir eu leur bac pour commencer à s'intéresser à ce qu'ils vont faire. Et bien souvent, il est trop tard ou très difficile. En se séparant, les responsables de la Sonara ont exprimé leur détermination à poursuivre sur la même lancée dans la formation de la jeunesse camerounaise.
Et maintenant, notre page spéciale consacrée à la Coupe du Monde, feuilletant les pages de la Coupe du Monde de 1970 au Mexique. La compétition qui a connu deux événements majeurs dans son évolution. D'abord, l'élection d'un nouveau président à la tête de la FIFA, le président Joao Havelange, et la confection d'un nouveau trophée, la FIFA World Cup, qui remplaçait la victoire ailée baptisée en son temps la Coupe Jules Rimet. Jean-Paul Chouniat. Depuis 1970, avec la troisième victoire du Brésil, la Coupe Jules Rimet a définitivement élu domicile à Rio de Janeiro et fait désormais partie du patrimoine du football brésilien. La victoire et les œuvres du sculpteur français Abel Lafleur a connu pas mal de péripéties. The trophy, which remained hidden in a shoebox in Italy during the Second World War, was stolen in London in March 1966. Dérobé pour la première fois lors de la Coupe du Monde de 1966 en Angleterre, le trophée fut retrouvé dans une poubelle par un chien renifleur. Même dans son repos définitif au Brésil, la victoire ailée ciselée dans une masse d'or de 1800 grammes sur un socle de marbre sera encore dérobée, puis retrouvée à nouveau. O mais valioso troféu do futebol brasileiro foi roubado a noite passada na sede da CBF no Rio. A taça Jules Rimet estava exatamente aqui nesse pedestal. È stato rubato il santo graal del football. Un episodio molto misterioso. Après 40 ans de bons et loyaux services, la page de la Coupe Jules Rimet est définitivement tournée. Il faut donc redessiner et remodeler un nouveau trophée. Un concours est organisé pour la nouvelle Coupe du Monde. Le lauréat de ce concours, un artiste italien, Silvio Gazzaniga. C'est dans son atelier de Milan qu'il sculpte l'œuvre d'art qui récompense l'épreuve la plus populaire de la planète. La coupe en or massif pèse 5 kg et sa configuration différente de la victoire ailée la précédente. Le nouveau trophée esquisse deux sportifs soutenant le globe terrestre. La FIFA n'en fera plus don aux nations victorieuses, encore moins de la donner définitivement au triple vainqueur. À chaque tournoi, c'est une réplique ou encore une copie qui est remise au capitaine de l'équipe championne du monde. Son nom change également. La Coupe Jules Rimet n'est plus. Vive la FIFA World Cup. La République fédérale d'Allemagne, qui organise le tournoi pour la première fois, est aussi la première à accueillir le nouveau trophée. Depuis les Jeux Olympiques de Tokyo 1964, l'Allemagne se s'est désignée candidate à l'organisation, ce qui sera confirmé au congrès de la FIFA à Londres. Un hommage au défunt Rimet qui opta pour le choix de l'Allemagne depuis 1936 aux Jeux Olympiques de Berlin. Le Français avait même encore choisi le voisin allemand pour accueillir l'édition de 1942, avant l'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale. Le trophée n'est pas le seul changement opéré. La veille de cette 10e édition, un événement capital pour l'avenir du football mondial a lieu. L'élection d'un nouveau président à la tête de la FIFA. Le Brésilien Joao Havelange succède à l'Anglais Sir Stanley Rouse, en poste depuis 1961. L'émergence des pays dits du tiers-monde, les rancœurs sud-américaines et un important mouvement politique jouent en faveur de Joao Havelange. Né des parents belges, il est avocat de formation et aussi PDG d'importantes firmes industrielles et commerciales. Riche comme Crésus, Havelange est un ancien sportif de haut niveau. Il a participé à 3 reprises aux Jeux Olympiques en natation et water-polo. Président de la Fédération brésilienne de football, il est très proche des joueurs. N'avait-il pas aidé Pelé à se remettre de ses soucis financiers? Véritable globe-trotteur, Joao Havelange a fait le tour du monde. Il parle 6 langues, ce qui lui vaut la sympathie des fédérations nationales. Un homme entreprenant, au contact facile et agréable, et surtout, grand admirateur de Jules Rimet. Et c'est sur cette histoire de la création du trophée de la Coupe du Monde que nous allons refermer cette édition du journal sur Equinox Télévision. Madame, monsieur, merci bien d'avoir été à notre compagnie. Je donne rendez-vous demain lorsqu'il sera exactement 20 h. Bonsoir.